Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Et de 3, nos athlètes ont ouvert le score aujourd'hui à Pékin. 3 médailles sont tombées dans l'escarcelle française, de l'argent en judo et en escrime et du bronze en tir à l'arc. On l'a appris il y a quelques minutes, Nicolas Sarkozy pourrait se rendre dans les prochains jours à Moscou. La tension ne retombe pas ce soir en Ossétie du Sud. On peut même dire que le conflit s'étend. L'aviation russe a bombardé tout à l'heure la banlieue de la capitale géorgienne où se trouve notre envoyé spécial Loïc Delamornay. Nous le retrouverons en direct dans ce journal. L'alcool et la drogue en ligne de mire pour ce mois d'août. Vous verrez que la police multiplie les opérations coup de poing sur les lieux de vacances et dès demain, les contrôles salivaires pour détecter les stupéfiants seront opérationnels. Les oubliés de la tornade demandent de l'aide. Il est vrai que la solidarité importante s'est concentrée sur Aumont dans le Nord, mais nous verrons que d'autres communes de la région ont été sinistrées et n'ont pour l'heure toujours rien reçu, presque. Et puis nous parlerons cinéma en fin de journal avec Catherine Fro qui est avec nous sur ce plateau. Son prochain film, L'empreinte de l'ange, sort mercredi en salle. Bonsoir et à tout à l'heure. Alors on commence avec les premières médailles françaises. Elles sont enfin arrivées au deuxième jour des compétitions. On en compte 3 ce soir. Elles ne sont pas en or, mais pas non plus en chocolat. Sur place à Pékin, Julien Benedetto, Jean-Marc Nouknouk. On a déjà vu des vice-champions olympiques plus heureux. Battu en finale, Fabrice Janet n'arrive pas à surmonter sa déception. Cette médaille ne fait pas votre bonheur manifestement. Je crois que ça se voit. C'était sa dernière compétition individuelle. À 27 ans, il arrête l'escrime pour devenir conseiller en informatique. Malgré une entorse au poignet, le Martiniquais, seulement 40e au classement, régale le clan tricolore. Il élimine le numéro 5, puis le numéro 4 mondial. En demi-finale, le Hongrois Boško est écarté. Janet est alors à 15 touches du titre olympique. Mais l'Italien Matteo Taleriol, insolent de réussite en finale, plombe l'ambiance. Grand frère effondré, médaille d'argent au goût amer. Je ne casse pas qu'elle fait plus de peine que de bien, mais enfin, peut-être que plus tard ça changera, mais enfin pour l'instant c'est que de la déception. Pour le judoka Benjamin Darbelé, c'est argent comptant. Sélectionné in extremis pour Pékin, ce jeune fonctionnaire des douanes met à l'amende 4 adversaires pour s'offrir la finale dans la catégorie des moins de 66 kilos. Mais dans l'ultime combat, le japonais Ushishiba, champion olympique en titre, lui inflige une terrible clé de bras. Le Français renonce dans la douleur, sans regret. Je suis pas passé loin, mais bon, c'est quand même très bien d'avoir la médaille d'argent. Il y en a plein qui passent à côté, donc je suis vraiment satisfait. C'est la dernière flèche. Si Sophie Daudemont réussit un 8, la France est médaille de bronze. 70 mètres plus loin, c'est un 8. L'équipe de France de tir à l'arc bat la Grande-Bretagne pour la 3e place. Bérangère Chou, Virginie Arnold et Sophie Daudemont donc offraient ce matin à la France sa première médaille dans ces Jeux Olympiques. Plus tard dans la soirée, les archères retrouvaient Fabrice Janet pour sabrer le champagne. Il fallait bien ça pour voir enfin l'épéiste savourer sa médaille d'argent. Et pour enrichir un peu plus l'escarcelle tricolore, on compte beaucoup cette nuit sur nos nageurs et nos nageuses. Décalage horaire oblige. Pendant que vous dormirez, la natation française donnera le meilleur d'elle-même. Elle a commencé aujourd'hui avec une Laure Manodou qui, on l'espère, a su garder des réserves. La concurrence est avérée très rude dans le cube d'eau chinois. Manuel Tissier, Jean-François Monnier sur place. Ce n'est plus la même Laure Manodou. Sans ce papillon tatoué sur l'épaule, on reconnaîtrait à peine la championne olympique d'Athènes. Dans ce 400 mètres qu'il a fait reine il y a 4 ans, Manodou est passé tout près de l'élimination. La Française s'est qualifiée de justesse pour la finale. Dernier temps des séries derrière l'autre Française, Coralie Balmy. En difficulté aussi sur 100 mètres d'eau, Manodou en est à compter sur l'horaire matinal de la finale pour conserver son titre. On ne connaît pas trop les nageuses le matin et je pense qu'il y en a qui ne sont pas capables ou elles ne savent pas qu'il faut bien se réveiller le matin. Et... 1 heure avant Manodou, Hugues Dubosc disputera sa 2e finale olympique sur 100 mètres brasse. Et le gendarme du Havre pourrait bien attraper une médaille. Il nagera demain avec le 4e temps des demi-finales. Encore un petit effort. Il suffira de ne pas faire d'erreur comme ce matin et puis être encore un peu plus rapide, je pense, au premier 50, de manière à ne pas être trop à la traîne pour bien remonter après par la suite.
Mais demain, à 5h26 heure française, la piscine va bouillir à coup sûr. Les Français ont frappé fort aujourd'hui. Avec 2 remplaçants et sans Alain Bernard, le relais 4 x 100 mètres tricolore a tenu toutes ses promesses. Les Français s'imposent dans l'excellent temps de 3:12:36. Record d'Europe. Seuls les États-Unis ont fait mieux avec le record du monde. L'or olympique devrait se jouer entre Français et Américains. Demain, ça va être un baston. Demain, surtout, Michael Phelps rejoindra le relais américain. Et Alain Bernard retrouvera ses copains. À chacun son géant pour aller décrocher la Lune. Justement, pour ne pas rester franco-français, il faut bien reconnaître que l'homme du jour aujourd'hui dans le bassin, ou plutôt le poisson du jour, c'était bien l'Américain Michael Phelps. Il a littéralement écrasé ses concurrents sur le 400 mètres 4 nages. Malgré la longueur de la course, il est arrivé comme il est parti, comme une fusée, avec près de 3 secondes d'avance sur son poursuivant. C'est énorme, il a donc décroché la médaille d'or, la première d'une série de 8 qu'il espère bien empocher. Un exploit qui ne suffit pas malgré tout à repasser pour les États-Unis, qui ne repassent pas devant la Chine au tableau des médailles. Regardez le classement des 6 premières nations à l'issue de cette deuxième journée. La Chine est largement en tête avec 6 médailles d'or, 8 médailles au total. Les États-Unis en ont 8 aussi, mais 2 seulement en or. Les Chinois ont donc pris une longueur d'avance dans ce duel, puisque vous savez que leur objectif affiché était de battre les Américains lors de ces Jeux. Alors toujours à propos de ce duel, il y a eu cet après-midi une confrontation très attendue en basket. On sait que cette discipline est très populaire aux États-Unis, elle l'est aussi devenue en Chine grâce notamment au désormais fameux Yao Ming. Du haut de ses 2,29 m, il est le porte-drapeau du pays, mais il emporte aussi les espoirs déçus tout à l'heure lors de la première rencontre. Pascal Golomer, Sylvain Giaume sur place. Pour les Chinois, c'est un spectacle à ne pas manquer, l'un des premiers grands rendez-vous de ces Jeux, voir leur équipe affronter les États-Unis. C'est le plus haut niveau qu'on puisse voir. Moi, je viens voir Yao Ming et les Chinois. Yao Ming, à la fois capitaine de l'équipe de Chine et star du basket américain. Une idole, un modèle pour tous les jeunes rencontrés cet après-midi sur les terrains en plein centre de Pékin. Ici, on affiche complet tous les week-ends, du matin au soir. Le basket, c'est désormais le sport numéro 1 en Chine chez les moins de 30 ans. Près de 300 millions de pratiquants. Grâce à qui? La NBA, c'est vraiment spectaculaire. Toutes les stars qu'on aime jouent là-bas et on vit vraiment la compétition et leurs émotions. La NBA, la Ligue américaine de basket et ses 30 clubs. Il y a quelques jours, elle inaugurait sa première boutique à Pékin. Son message est clair, le marché chinois est une priorité. Avec les produits dérivés, les droits de diffusion à la télé, sur Internet, c'est un sacré jackpot en perspective. Pour mener l'offensive, les Américains ont embauché l'ex-patron de Microsoft en Chine, avec des projets très ambitieux. Nous souhaitons développer une relation très étroite avec le championnat chinois et nous n'excluons pas de rapprocher les deux championnats pour créer une ligue commune. En termes de promotion, les Jeux Olympiques tombent donc à point nommé. Un tournoi que les États-Unis ont débuté par une victoire confortable, 101-70. Et si l'ambiance dans cette salle à Pékin ressemble beaucoup à celle des salles américaines, ce n'est pas un hasard. Les responsables de la NBA ont dépêché sur place plusieurs spécialistes pour conseiller les organisateurs chinois. Et en marge des Jeux, un nouvel attentat a visé aujourd'hui un poste de police dans l'ouest du pays, dans la province musulmane du Xinjiang. Attentat à l'explosif qui a fait 11 morts et 5 blessés, selon un dernier bilan. On est donc loin de la théorique trêve olympique. Il faut dire que la Géorgie et la Russie ont donné le ton le jour même de la cérémonie d'ouverture. On va revenir sur ce conflit, mais d'abord je vous propose de regarder ce reportage tourné aujourd'hui avec la délégation olympique géorgienne. Il était question hier qu'elle quitte les Jeux, elle va finalement rester. L'esprit, on l'imagine, n'est plus vraiment à la fête, mais il demeure, vous allez le voir, très sportif. Samasoula, Bruno Giraudon. Leurs pays font la guerre, elles s'embrassent sur un podium. Une Russe et une Géorgienne. Ces deux championnes de tir au pistolet réalisent un symbole que la diplomatie leur envie, hisser côte à côte les drapeaux des nations ennemies. C'est une petite victoire pour mon peuple, dira juste la Géorgienne, médaille de bronze. Pour le reste, elles sont amies et les circonstances n'y changeront rien. Jusque tard dans la nuit, la petite délégation géorgienne s'était préparée à rentrer dans son pays bombardé, mais leur président leur a demandé de rester. Ce matin donc, ce sont des athlètes nerveux et fatigués qui ont honoré leur compétition. Ce judoka a vu ses espoirs de médaille d'or s'envoler. Comment voulez-vous que je me sente quand la Russie bombarde mon pays? Je n'ai pas dormi de la nuit et c'est pour ça que j'ai perdu.
Dans la maison de la Géorgie ouverte pour les Jeux, beaucoup d'émotions et ce message, arrêtez l'agression russe. Un des membres de la délégation nous montre les photos d'athlètes originaires d'Ossétie du Sud. Certains athlètes sont originaires des villages bombardés. C'est difficile. Ils téléphonent sans cesse pour chercher à avoir des nouvelles de leur père, de leurs frères ou de leurs proches. Malgré l'angoisse d'être loin des siens, tous approuvent le choix de rester. En étant ici, ils peuvent faire plus pour la Géorgie. Et leurs résultats, c'est aussi quelque chose qu'ils accomplissent pour leur pays. L'équipe olympique géorgienne a demandé à la communauté internationale de mettre fin aux violences. Le CIO s'est lui félicité que les équipes des pays belligérants aient fait le choix de rester à Pékin. Ouais, le sport donne l'exemple, mais pas les politiques. Ce soir, les Russes continuent leur offensive en Géorgie. Désormais, 2 fronts sont ouverts. Ici, en vert clair, un à l'ouest, avec l'Abkhazie, qui est une autre région séparatiste soutenue par Moscou, comme l'Ossétie du Sud, ici au centre. Les Géorgiens affirment s'être retirés militairement de l'Ossétie du Sud, mais les Russes considèrent que ce retrait n'est pas total. Ils ont donc poursuivi aujourd'hui leurs opérations militaires. Et il semblerait que ce soir, ils contrôlent la capitale de cette province. Jean-Marc Ilouz. Ils ont renoncé à s'enfuir pour enterrer leurs morts. Cimetière de Gori, la petite ville géorgienne bombardée hier par l'aviation russe. Mon neveu était de garde à la base, quand les Russes ont bombardé. C'est lui qu'on met en terre. Il laisse une petite fille de 10 ans. Et une mauvaise nouvelle se répand à l'église, l'armée russe avancerait vers Gori, un nœud routier stratégique. Poussée russe à l'est, mais aussi à l'ouest, où Moscou soutient une autre province géorgienne rebelle, l'Abkhazie, sur la mer Noire. La flotte russe se donne pour mission d'empêcher les amis de la Géorgie de lui envoyer des armes. Ce matin, les tankistes russes se sont rendus maîtres de la quasi-totalité de Tchkinvali, la ville rebelle reprise aux Géorgiens, dont l'armée recule sur tous les fronts. Ici, les forces russes aident à l'évacuation de civils encore choqués par les bombardements géorgiens d'avant-hier. Je ne retrouve pas ma fille. Nous avons tout perdu. Moi, je suis arrivé en stop, mais elle est toujours là-bas, et je ne sais pas si je vais la retrouver. Pendant ce temps, d'importants renforts russes continuent d'affluer vers les enclaves de Géorgie soutenues par Moscou. Manifestement ce soir, la Russie semble bien décidée à pousser partout son avantage sur le terrain. Je vous le disais en titre, l'aviation russe aurait même bombardé ce soir la banlieue de la capitale géorgienne, Tbilissi. Loïc Delamornay, vous trouvez justement à Tbilissi. Est-ce que vous avez pu constater ce bombardement ? Oui, alors effectivement, Olivier, l'aviation russe a bombardé un aéroport militaire dans les faubourgs de la capitale. Il y a également cette rumeur qu'une bombe serait tombée à 200 mètres de l'aéroport civil international de Tbilissi. Pour notre part, nous avons pu nous poser sur cet aéroport cet après-midi et nous n'avons pas encore constaté de bombes ou de dégâts cet après-midi. En tout cas, cela montre aux Géorgiens qui sont très choqués par ces bombes qui semblent se rapprocher, que la guerre se rapproche, que la guerre est très concrète, elle est aux portes de la ville et elle n'est plus seulement dans cette province éloignée qu'est l'Ossétie du Sud. Alors Loïc, Bernard Kouchner doit arriver ce soir en Géorgie. On a appris que Nicolas Sarkozy pourrait se rendre très rapidement à Moscou. Est-ce que vous pensez que vous en savez plus sur cette offensive diplomatique ? Oui, alors c'est une offensive diplomatique française, mais notamment au nom de l'Europe, puisque la France préside l'Union européenne. Nicolas Sarkozy, effectivement, devrait se rendre en Russie, sans doute en début de semaine prochaine, pour tenter d'apaiser les Russes et de les faire, entre guillemets, revenir à la raison. Pour sa part, Bernard Kouchner vient de se poser ici à Tbilissi. Je tiens cette info de notre confrère Zindine Boudaoud, qui est dans l'avion du ministre. Bernard Kouchner donc vient de se poser ici en Géorgie. Il va rencontrer le président géorgien et après partira lui aussi pour Moscou. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la situation est toujours très compliquée. La France demande l'application de 3 points, un cessez-le-feu immédiat, le retrait des troupes russes d'Ossétie du Sud et surtout le respect de l'intégrité territoriale de la Géorgie. La situation est confuse, vous l'avez vu, on a très peu d'informations, les chiffres sont contradictoires ou ne sont pas très fiables, on ne sait pas combien il y a de morts en Ossétie du Sud et en Géorgie. En tout cas, comme vous le disait Jean-Marc Ilouz, les Russes semblent bien décidés à faire de l'Ossétie du Sud un symbole, un exemple, et s'ils poursuivent leur progression militaire en Géorgie, là ce sera vraiment l'escalade.
Merci Loïc Delamornay. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, en Algérie, c'est le 3e attentat suicide en 15 jours. Un kamikaze a projeté ce matin un fourgon chargé d'explosifs contre un poste de gendarmerie à Boumerdès. C'est à l'est d'Alger, c'est là que les Algérois viennent se baigner en été. Le bilan est de 8 morts et de 19 blessés, le dernier bilan. Et puis en Italie, un accident aussi spectaculaire que tragique a eu lieu ce week-end sur l'autoroute qui relie Venise à Trieste, dans le nord du pays. Il a été filmé par une caméra de sécurité. Regardez ce camion qui arrive en face. Il va pour une raison inexpliquée de traverser la voie et heurter un autre poids lourd dans le sens inverse. Le bilan est très lourd. Cette collision a fait 7 morts et ce week-end de départ en vacances pour les Italiens qui a été très meurtrier, il y a eu un autre accident qui a tué 8 jeunes personnes. Elles avaient toutes entre 19 et 23 ans. C'est une visite très attendue. Le Dalai Lama arrive demain en France. On en a beaucoup parlé, notamment avec la question du Tibet. Alors ce soir, nous avons décidé de faire le point sur l'histoire de cet homme et de son pays. Le Dalai Lama est à la fois un chef religieux, mais aussi de fait un chef politique. Et c'est d'ailleurs ce qui pose parfois problème lors de ses déplacements à l'étranger. C'est notre grand format de ce soir. Il est signé Loïc Delamornay et Arnaud Miguet. Voici un Tibet idyllique. Un toit du monde où les chauffeurs routiers bénissent chaque passage de col. Bienvenue au Qinghai, vous n'en entendez jamais parler. Pourtant, cette région est le Tibet historique. Et si le folklore est haut en couleur, c'est bien parce que c'est la seule chose autorisée par l'armée chinoise qui veille dans les rangs. Cette région est l'une des 5 provinces tibétaines d'origine. 4 d'entre elles ont été complètement assimilées par la Chine. Seule la dernière, la turbulente région autonome et sa célèbre Lhasa, rappellent épisodiquement que le Tibet résiste depuis un demi-siècle. 1950. Pour mettre fin officiellement à un régime bouddhiste féodal, la Chine populaire de Mao envahit le petit Tibet et son armée d'un autre temps. Le jeune Dalai Lama, âgé de 15 ans, doit entamer de difficiles négociations avec Pékin. Et suite à une nouvelle invasion chinoise en 1959, il prend la fuite, traversant l'Himalaya à pied pour se réfugier en Inde, à Dharamsala. Une ville qui est aujourd'hui le siège de tout un gouvernement en exil. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Là-bas, le ministère de la Sécurité. Grâce à la générosité du gouvernement indien, nous avons pu bâtir une communauté et des institutions unies, même en exil. Prix Nobel de la paix, ayant toujours prôné le pacifisme. Ami des stars, comme ici avec les acteurs Richard Gere ou encore Sharon Stone, le Dalai Lama n'a jamais plaidé pour l'indépendance de son pays, mais exige fermement plus d'autonomie. On ne peut pas tout contrôler par la force. C'est une erreur. Or, les Chinois l'ont fait et le font depuis 50 ans. De fait, la répression des autorités chinoises est féroce, comme ici, en 1989, où des moines sont battus à mort et où l'on déplore des centaines de tués. La dernière poussée de fièvre ce printemps a vu des moines se joindre aux manifestants dans des actes de violence ou de vandalisme. La jeune garde de Tibétains, notamment ceux réfugiés en Inde, se radicalise. Jusqu'à présent, j'utilise des moyens pacifiques, mais je pourrais très bien changer d'avis et avoir recours à la violence. Depuis les derniers troubles, l'étau chinois ne s'est pas desserré sur le Tibet et nul ne sait ce que sont devenus ces manifestants arrêtés après les émeutes. Malgré les mises en garde de Pékin, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre britannique Gordon Brown et même le président Bush ont reçu le Dalai Lama. Nicolas Sarkozy, pour l'instant, a préféré attendre. On connaissait le phénomène en Angleterre, il a, semble-t-il, débarqué sur les plages françaises. Certains lieux de vacances sont parfois devenus des lieux de beuverie pour les adolescents. Alors est-ce une réelle tendance? Est-ce parce qu'en ces temps de pouvoir d'achat resserré, boire de l'alcool entre copains reste encore l'activité la moins chère pour passer une soirée? En tout cas, les policiers ont décidé cet été de s'investir sur ce terrain. Reportage à Fréjus, Franck Genozo, Claire-Marie Denis. Opération coup de poing dans un des plus grands campings de Fréjus. Messieurs, bonsoir. Douane, police, donc. Il y a 15 jours ici, un adolescent de 15 ans a été retrouvé en coma éthylique. 3,30 g d'alcool par litre de sang. Qu'est-ce que vous buvez? Du jus d'orange, pourquoi? C'est un contrôle.
Depuis le début de l'été, les policiers sont obligés d'intervenir chaque soir dans ce type d'établissement. C'est des bagarres, des rixes et puis une absorption d'alcool plus que de raison, avec toutes les conséquences que ça peut générer. Et comme il y a énormément de monde, il n'y a pas forcément de contrôle, du moins il y a peu de contrôle sur le fait de servir de l'alcool à des mineurs, ce qui est totalement proscrit. Direction la partie boîte de nuit, où les douaniers goûtent les cocktails pour vérifier qu'ils sont sans alcool. Du jus de fruits donc. Débit de tabac illicite, licence de débit de boisson qui n'a pas été mise à jour depuis 5 ans, les infractions s'accumulent. Déjà vous n'êtes pas bien dans le sens où vous n'avez rien à votre nom. Et la sanction tombe. Il y a un délai de fermeture qui est automatique de 15 jours pour que justement il y ait une enquête. Un peu plus loin dans un snack, le patron vend de l'alcool fort alors qu'il n'a pas de licence 4. Les douaniers lui confisquent sa marchandise. 20 degrés. C'est souvent les saisonniers qui arrivent, ils travaillent 2 mois, donc des difficultés des fois à obtenir des licences, avoir les autorisations. Donc après on se laisse aller peut-être à élargir ses prestations. Face à l'afflux de touristes, la tentation est forte d'enfreindre l'interdiction de vendre de l'alcool à des mineurs ou de l'alcool à emporter après 22 heures. Résultat, les interventions pour tapage ou ébriété constituent l'essentiel de l'activité des policiers dans une zone où la population est multipliée par 4 durant l'été. Et puis toujours autour de la sécurité sur les lieux de vacances, sécurité routière cette fois, la ministre de l'Intérieur se rendra demain à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, pour inaugurer les fameux tests salivaires, des tests qui permettent de dépister la prise de stupéfiants chez les automobilistes. Laetitia Legendre, Fabien Tormos. Se droguer ou conduire, les conducteurs devaient déjà choisir, mais dès demain, avec la mise en place de tests salivaires, les contrôles seront plus rapides, plus faciles aussi. Vous avez un petit coton blanc qui va gonfler avec votre salive, ça met dans la bouche, ça gonfle tout seul avec la salive, vous salivez dessus. 10 minutes plus tard, le verdict tombe. Jusqu'à présent, les policiers utilisaient les tests urinaires sous le contrôle d'un médecin. Un dispositif lourd et donc peu répandu. Le test salivaire est plus simple d'utilisation, mais s'il est positif, il doit être lui aussi suivi d'une prise de sang pour confirmer la prise de stupéfiants. Une avancée pour ce chercheur qui souligne néanmoins le manque de fiabilité de ces contrôles. Ça permettra de prendre ceux qui viennent de consommer du cannabis avant de prendre le volant, mais juste avant, mettons dans l'heure qui précède. Mais ceux qui auront fumé 2 heures avant, en toute logique, vu les caractéristiques du test, passeront à côté. Baisse de vigilance et des réflexes, perturbation de la vision et de la perception de la distance, le cannabis est aussi dangereux que l'alcool au volant. Il rend le conducteur indifférent à son environnement et peut multiplier par 2,5 la fréquence des accidents. Le ministère de l'Intérieur compte donc sur l'effet dissuasif de ces contrôles et espère ainsi diminuer le nombre de morts sur les routes. Près de 50 000 tests salivaires seront bientôt distribués aux gendarmes et aux policiers. C'est parfois une conséquence de ce que l'on appelle la loupe médiatique. On a beaucoup parlé du passage de la tornade à Aumont dans le Nord, mais d'autres communes aux alentours ont été aussi touchées. Et comme le sinistre était moins impressionnant, elles se sentent aujourd'hui délaissées par les secours et par les appels à la solidarité. Reportage Pauline Nordilly, Dominique Mas. Cette femme est propriétaire de la première maison frappée par la tornade. Nous sommes à Boussières-sur-Sambre. Depuis une semaine, elle vient chaque jour et c'est toujours le même spectacle, désolant. Vous voyez, tout est encore tel que, la voiture est encore là, on n'a vu personne. Il n'y a rien qui bouge, on est vraiment les oubliés de la tornade, alors que j'ai été la première touchée. Pas de pelleteuse pour déblayer les gravats, seulement l'aide d'urgence, la bonne volonté des voisins et des bénévoles. En renfort aussi, le maire de la commune. À un moment donné, pour reconstruire, ce n'est pas les vêtements qui vont reconstruire. Au total, 37 maisons ont été endommagées. Pour lui aussi, c'est le désarroi. Et en étant 439 habitants, on n'a pas de moyens techniques, on n'a pas de moyens logistiques. On ne sait pas vraiment si on existe. On a vraiment été oubliés. Bon, maintenant, on va se débrouiller. Pourtant, la solidarité a bien fonctionné. L'école regorge de dons, mais d'après la mairie, c'est le gros des secours qui manque. Même sentiment dans la commune voisine à Neuménil. Ici, 10% de la population a été touchée. Quelqu'un ? Et là aussi, c'est le maire qui vient prendre des nouvelles des sinistrés. Il y a une association qui nous a passé une chambre à coucher pour la petite. Oui. Petit à petit, les solutions se dessinent, mais l'impression d'abandon domine. Les gens ont dû se débrouiller par eux-mêmes ou à travers des couvreurs ou à travers de la famille pour bâcher. Je comprends très bien la situation au Mont qui est beaucoup plus grave, mais enfin, il ne faut pas délaisser les petites communes non plus. Au fur et à mesure, les secours viennent dans les communes. Demain, l'armée devrait arriver en renfort sur toute la zone sinistrée, 8 jours après la tornade.
C'est un reptile qui ne vit normalement que dans les pays exotiques. Le tégu, un cousin du lézard situé entre le varan et le crocodile, a été aperçu dans l'Isère. Il a même été photographié. Le problème, c'est qu'il peut être agressif. Alors les habitants de la région se sont mis à sa poursuite. Ils connaissaient pour rire la chasse au dahu. Ils ont inauguré avec le sourire la chasse au tégu. Denis Sébastien, Philippe Évêque. La signalisation a de quoi surprendre, mais ici tout le monde sait de quoi il retourne. 10 jours maintenant que le mystérieux reptile est régulièrement aperçu sur cette petite route de campagne. Aperçu et même photographié une fois, ce qui a permis de l'identifier. Dernier témoin en date, cet homme. Il y a 2 jours, en rentrant de son travail, il a vu l'animal. Moi je l'ai vu de dos en fait, j'ai pas vu sa tête, mais ça ressemble bien à un crocodile, un petit crocodile, sans problème. Et il est plutôt verdâtre, moucheté de jaune. Jette un coup d'œil là, Louis. Certains habitants, comme Louis et Roland, ont décidé de passer leur dimanche à la chasse au tégu. Fourrés, chemins, bosquets, ils sillonnent les environs armés d'une corde pour capturer l'animal, sans succès pour l'instant. On n'a rien vu, absolument rien. On a fait des kilomètres et des kilomètres ce matin. Originaire d'Amérique du Sud, le tégu se nourrit d'insectes, de petits animaux et de végétaux. Sur les conseils d'un parc animalier, le maire de la commune a donc installé un piège à tégu. En principe, il devrait venir prendre la nourriture et se caler à l'intérieur. Vous avez mis quoi là comme nourriture? On a mis des croquettes pour chiens. Un animal relâché ou perdu par un propriétaire qui le détenait illégalement, c'est l'hypothèse de la gendarmerie et de l'Office national de la chasse. Quoi qu'il en soit ce soir, le tégu de l'Isère court toujours. En attendant de voir s'il aime les croquettes. On en vient maintenant à notre série du week-end sur les baignades secrètes. Elle nous conduit ce soir au confluent de 2 rivières au cœur des Cévennes. Et bien entendu, seuls les initiés de la région connaissent l'endroit et ils se gardent jalousement de le révéler, on peut comprendre. Hélène Vergne, Françoise Mazou. La rivière se devine en contrebas du chemin. Mais avant d'espérer se rafraîchir, il faut se faufiler, escalader. Bref, l'endroit se mérite. Mais une fois sur place... C'est un endroit tranquille où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit. On est vraiment dans un coin de paradis. Il y a la montagne autour, le soleil, l'eau qui est très claire parce que c'est rare de nos jours aussi de trouver l'eau qui court comme ça et aussi belle. Des eaux limpides qui prennent leur source à 1500 mètres d'altitude au cœur des montagnes Cévenols. Fraîches, mais pas de quoi décourager les jeunes baigneurs ni les pêcheurs. Je pêche des poissons. J'en pêche, comme ils sont malins, j'en pêche pas très beaucoup. Mes parents avaient des amis qui avaient une maison ici et on venait se baigner ici. Et maintenant je mène mes enfants. Et mes neveux et mes nièces. L'adresse est confidentielle, on y accède en famille, entre amis, entre initiés. Car les Cévenols sont jaloux de leur territoire, mais lorsqu'on y vient, on comprend pourquoi. On a à la fois le climat méditerranéen, à la fois un petit peu les marches, les randonnées, à la fois la baignade. On a tout, quoi. Moi, je trouve que c'est... On connaît beaucoup d'endroits dans le monde et on n'a jamais trouvé quelque chose qui égalait cette région. J'aimerais pas trop que ça se sache, mais comment faire, puisque vous êtes là pour me filmer. Le mystère restera entier, ou presque. Car en cherchant bien, ce lieu se dévoile et se révèle quelque part au nord d'Alès, sur les rivages de la Cèze. Les 4x4 n'ont plus la cote. Prix de l'essence oblige, écologie oblige. Le contexte est morose pour les constructeurs de ce type de véhicules qui cherchent néanmoins à rebondir avec de nouveaux arguments. Reportage au Salon du 4x4 qui a ouvert ses portes à Val d'Isère. Virginie Fichet, Philippe Évêque. De la boue, des obstacles, des conditions extrêmes. Avant, le 4x4 était surtout campagne. Mais depuis 5 ans, les nouveaux 4x4 urbains ont imposé leur style et touché une large clientèle, aujourd'hui plus hésitante. Il y a la partie financière, effectivement, ça coûte nettement plus cher qu'une autre voiture. Après, il y a la partie consommation, tout ça, c'est à prendre en compte. Accusé d'être des ogres énergivores et pollueurs, le 4x4 souffre aujourd'hui d'un déficit d'image. Résultat, au premier semestre 2008, les ventes ont chuté de plus de 16%. Pour Renault, dernier venu sur le marché du 4x4 urbain, la conjoncture ne doit toutefois pas freiner les appétits. C'est difficile pour toutes les voitures qui franchissent le seuil d'émission de CO2. Aujourd'hui, quand vous êtes entre 160 et 200 grammes de CO2, vous avez un malus de 750 €. Donc c'est facile pour personne.
Jusqu'à 2 600 € de malus pour certains modèles. L'écotaxe est peut-être dissuasive, mais pas pour tout le monde. Moi, j'ai absolument pas mauvaise conscience, mais alors je dors très bien le soir. L'écotaxe, ça ne m'a pas coupé le sifflet. Mon 4x4 me sert juste à la campagne, à me faire plaisir, à rouler dans les chemins et à l'utiliser un peu uniquement là-bas. En ville, je vois vraiment pas l'utilité d'avoir un gros 4x4. Pour les constructeurs, la course à l'énergie propre est le nouveau défi. Mitsubishi, qui lancera l'an prochain une petite citadine électrique, espère ainsi adapter rapidement sa technologie au 4x4. Il faut trouver des solutions. On ne peut pas continuer comme ça à proposer des voitures qui consomment de moins en moins, certes, mais pour lesquelles ça coûte de plus en plus cher. Avec un peu plus de 2 millions de 4x4 aujourd'hui en France, la demande existe et les constructeurs feront tout pour ne pas laisser le marché s'embourber. En football, la saison de Ligue 1 a démarré en fanfare hier soir, a commencé par un incroyable match à suspense entre Rennes et Marseille. On peut dire que les Gariens ne s'étaient pas déplacés pour rien. Grégory Naboulet. Hier soir à Rennes, pour un match de reprise, il fallait avoir le cœur bien accroché. Et sur le banc, les entraîneurs sont passés par tous les sentiments, à cause d'un match riche en rebondissements. Après une demi-heure de jeu, les Marseillais menaient déjà 3-1, grâce notamment aux nouvelles recrues Koné et Ben Arfa, qui inscrivent 2 buts splendides en 2 minutes. En deuxième période, les Rennais retrouvent des couleurs et après avoir réduit le score, ils égalisent à la dernière minute du match, bien aidé il est vrai, par le gardien de but marseillais Steve Mandanda. 3-3, nous jouons les arrêts de jeu et Marseille au courage reprend une nouvelle fois l'avantage. 4-3 à la 91e minute, le score semble scellé. Il reste alors aux Rennais une dernière occasion. Chérou arrache le match nul 4-4 dans les ultimes secondes du match. Opposés à Caen, les Girondins de Bordeaux ont souffert pendant 55 minutes avant d'arracher la victoire, 2-1. Une belle frappe de l'ancien Milanais Johan Gourcuff et une tête malicieuse de l'Argentin Kavenaghi. Claude Makélélé et le PSG ont eux débuté par une défaite 1-0 sur la pelouse de Monaco. 21 buts ont été marqués hier soir. À noter les victoires de 2 promus, Grenoble et Le Havre. Fin de cette première journée ce soir, le champion en titre Lyon reçoit Toulouse. Cinéma maintenant avec L'empreinte de l'ange. C'est le titre d'un film que vous pourrez découvrir en salle à partir de mercredi. Un film qui parle d'instinct maternel. On ne peut pas vraiment en dire plus sauf à dévoiler la fin. L'instinct maternel de Sandrine Bonner et de Catherine Fro qui se disputent une fillette de 7 ans. Isabelle Bechler, Pascal Stelletta. Quand Elsa va chercher son fils à une fête d'anniversaire, soudain, le visage d'une petite fille la tétanise. 20. Ça y est. Un doute affreux, un espoir aussi. J'ai cru voir Lucie. Ça m'a retourné, j'arrive plus à dormir, je pense plus qu'à ça. J'ai vu que la maison était à vendre. Oui? Pourquoi elle vous intéresse? Elle correspond assez bien à ce que je cherche. Elle a visité sans savoir le prix. Bah, je sais pas, je me suis même pas posé la question. Claire est une femme assez bien dans sa peau, une femme aisée, assez libre. La confrontation avec Elsa va la mettre en danger. Elle va être déstabilisée par cette femme qui ne la lâche plus, qui la harcèle. Sous couvert d'une amitié entre mamans, Elsa se rapproche de plus en plus de la petite fille. Claire donne l'impression de se raisonner. C'est l'affrontement de 2 amours maternels. Quelque chose de très animal, hein, finalement, dans leur rapport qui ira jusqu'au corps à corps, à un moment donné, hein, quelque chose de très violent. Forcément, l'une protégeant son enfant, l'autre agressant la mère pour essayer de s'approcher de cet enfant. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé. De quoi vous me parlez? Un suspense très efficace pour ce face-à-face entre 2 mères, prêtes à tout. Et Catherine Fro est avec nous sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. On est un peu surpris par ce rôle très dramatique, très dur. Vous ne nous avez pas habitués à ça, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? J'ai déjà abordé quand même un petit peu ce registre. La tourneuse de page, d'ailleurs c'est le même producteur qui a décidé qu'on tourne l'empreinte de l'ange. Petit à petit, même Chaos de Colline Serrault, enfin je me sens... Puis j'ai 15 ans de théâtre derrière moi, j'ai quand même pas mal travaillé les rôles un peu
dramatique aussi. On le disait, c'est sur l'instinct maternel, hein, vraiment profond. Vous êtes vous-même maman dans la vraie vie. Est-ce que ça vous a aidé à mieux investir ce rôle? Sûrement, sûrement. Je pense qu'il y a toujours une part de soi-même qui s'investit dans les personnages. L'instinct maternel, bon, on a la fibre maternelle ou on ne l'a pas. C'est sûr que là, cette femme, elle est conduite par une idée fixe, une obsession, qui font que la fibre maternelle, on est au-delà, si vous voulez. On est quand même dans l'émotion et le suspense. C'est plus que la fibre, hein, c'est l'instinct. C'est-à-dire qu'elle se dit, c'est ma fille, j'en suis sûre, elle n'en a absolument aucune preuve, mais elle est poussée par ça et ça va jusqu'au bout de l'histoire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est son parcours qu'on va suivre, c'est son état, son comportement, cette extrême solitude. Seule contre tous, elle a décidé d'aller jusqu'au bout, jusqu'au face-à-face avec Sandrine Bonner. Qui est magnifique. Enfin, il y a un jeu d'actrices entre toutes les deux qui est absolument incroyable. Ça a bien fonctionné avec Sandrine Bonner tout de suite? Oui, très bien, très bien. Mais on était sur un registre un peu dangereux, c'était très sensible. Très particulier à faire. Oui, c'était beaucoup de travail aussi, j'imagine, non, pour arriver à ce registre-là? Disons pas mal de concentration. Et puis, comme il y a la part de suspense et la part de drame humain, si vous voulez, il fallait toujours être un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a du spectacle dans ce qui est inquiétant chez cette femme, chez ces deux femmes. Alors, vous avez déjà joué dans du registre dramatique, vous le disiez, mais c'est vrai qu'on vous a beaucoup connu, nous, dans du registre plus comique, en tout cas, c'était de la comédie. Non, mais je peux pas le cacher, puis j'adore la comédie. Votre cœur balance entre les deux, comédie, tragédie? Oui, comme vous dites, mon cœur balance. Je ne peux pas me séparer de l'un et de l'autre. Je crois que j'ai besoin des deux pour trouver un sens à mon métier. Puis quelque part, c'est l'histoire qui compte. Registre dramatique, registre comique, c'est pas important. C'est l'histoire qu'on doit conduire et l'émotion qu'on doit donner aux gens. Vous aviez, quand vous étiez, il y a pas mal d'années, refusé la Comédie Française pour intégrer une troupe de théâtre, pour monter votre troupe d'ailleurs. Et là, vous êtes connu maintenant au cinéma. Il y a une cohérence ou pas? À un moment donné, j'ai eu besoin d'un parcours plus solitaire, en fait. Après avoir partagé beaucoup de choses avec des gens, j'ai dû me construire moi-même, en fait, et ne pas avoir peur de ça, parce que c'est pas si évident. Et ça vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît plus? C'est une question peut-être un petit peu bête, c'est les deux à la fois, cinéma et théâtre, j'imagine, mais... Oui. Alors le théâtre me manque un peu, je peux pas tout faire en fait, c'est difficile de se rendre disponible au théâtre sur plusieurs mois et en même temps de s'engager sur les films. J'ai la chance d'avoir des très beaux rôles au cinéma. Merci Catherine Fro en tout cas, et puis je précise que c'est une première, d'ailleurs vous allez répondre demain aux internautes sur France2.fr, ce sera entre 16h et 17h, ils pourront vous poser vos questions, vous promettez de leur dire toute la vérité? Bah tiens, oui bien sûr. Si vous avez des questions à poser à Catherine Fro, alors ce sera à partir de 16h demain sur France2.fr. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Et puis, voilà, c'est la fin de ce journal. Juste avant, je vous donne une dernière information. Il était connu pour être un défenseur de la paix au Proche-Orient. César mettait à lui aussi les mots et puis les vers. Le poète Mahmoud Darwish s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 67 ans. Il était considéré comme l'un des plus grands poètes arabes contemporains. L'autorité palestinienne a décrété un deuil national de 3 jours et Nicolas Sarkozy salue ce soir l'homme et son appel à la paix qui mérite, je cite, d'être entendu. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La France est ce soir à la 14e place au classement des nations sportives à Pékin, avec 3 médailles récoltées aujourd'hui, du bronze pour les tireuses à l'arc et de l'argent en judo avec Benjamin Darbelé et encore de l'argent en escrime avec Fabrice Janet, fine lame s'il en est. D'autres médailles, on l'espère, vont tomber cette nuit en natation. Réponse demain dans Télématin dès 6h30 puis à 13h avec Sophie Le Saint. À 20h, vous retrouverez Françoise Laborde. Et puis en attendant, voici la météo avec Isabelle Martinet. Pour ma part, je vous retrouverai vendredi prochain à 20h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.